Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bon, eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici à cet instant, pour deux raisons. La première, c'est que c'est mon dernier cours de l'année. Donc, il y a eu tout un parcours sur le thème de certains défis énergétiques que les chimistes peuvent aborder. On a vu beaucoup de choses. On termine sur quelque chose d'un peu particulier parce que ça apparaît aujourd'hui comme une thématique qui réémerge, parce qu'il y a longtemps que les chimistes se posent cette question de que faire du CO2, avec plus d'échecs que de réussites, et aujourd'hui la problématique revient. Et c'est un domaine que personnellement je ne développe pas dans mon laboratoire aujourd'hui, mais sur laquelle nous commençons à réfléchir, un peu dans la même démarche que celle que nous appliquons à l'eau, réduction de l'eau pour faire de l'hydrogène. Bon, la deuxième raison, c'est parce que ces séries de conférences et de séminaires vont se terminer en apothéose avec la conférence de Juan Fontecilla. Juan est directeur de recherche au CEA. Je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Un ami, un collaborateur et un grand spécialiste de systèmes complexes, métalliques complexes, qui interviennent dans la bioénergétique et dont il va nous parler, et notamment en relation avec la question de la chimie à l'origine de la vie, parce qu'effectivement, quand on s'intéresse à la chimie du CO2, on a en tête que CO2 est probablement là depuis longtemps et qu'à l'origine, c'était du CO2, surtout la forme de carbone, plutôt que du méthane. Et vous savez qu'il y a eu des débats à un moment donné sur cette question. Stanley Miller a fait des expériences plutôt à base de méthane. Pour moi, Stanley Miller, c'est un grand nom. C'est sûrement un des chimistes qui m'a poussé à faire de la chimie. Bon, malheureusement, je crois qu'il s'était un peu trompé, mais c'est pas grave. Il a initié toute une science intéressante. Voilà, finalement, voilà, le rêve, c'est ça aujourd'hui. Un des rêves. Je vous ai parlé de mon rêve de prendre de l'eau, du soleil et de produire un carburant qui est l'hydrogène. L'étape suivante, d'une certaine façon, c'est la vraie photosynthèse artificielle. C'est-à-dire non pas envoyer les électrons dans de l'eau pour faire de l'hydrogène. Alors, à nouveau, c'est l'aspect soleil qui est important ici. Je reste sur cet aspect, ça a été mon introduction. Le soleil, source abondante d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, j'ai beaucoup discuté de ça et de ça, soit via, par exemple, la démarche photovoltaïque, réduire de l'eau en hydrogène, soit directement photolyse de l'eau, et vous avez vu qu'on est encore très loin de produire de tels dispositifs. Enfin, très loin, non, j'exagère, on est loin, puisque j'ai dit que dans quelques années, on aurait les premiers dispositifs, même s'ils sont à très mauvais rendement et pas applicables directement, on arriverait à développer de tels dispositifs. Donc maintenant, l'étape suivante, et vraiment, on voit à nouveau ressortir ça dans la littérature, des gens se posent la question, est-ce que je ne vais pas envoyer les électrons plutôt dans le CO2, et l'objectif étant de faire tout un tas de molécules produits de réduction du CO2, oxalate, formiate, monoxyde de carbone, et évidemment l'idéal étant de faire des hydrocarbures. Donc là aussi, si on veut faire quelque chose de renouvelable, utiliser le soleil, eh bien, on peut évidemment prendre l'hydrogène lui-même et réduire du CO2 par le biais de l'hydrogène, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt des recherches, enfin, on commence à voir des recherches dans le sens réduction du CO2 par l'eau,
directement ou utiliser n'importe quelle source d'électrons, ça peut être du photovoltaïque, ça peut être du nucléaire, ce que vous voulez, pour faire de l'électroréduction du CO2. Et là, l'objectif, c'est de produire des carburants. Alors, je dirais quand même... alors là aussi, le maître mot, c'est catalyse. Et c'est pour ça que je vais vous parler aussi de ces aspects de catalyseurs, aussi bien chimiques que biologiques. Et tout simplement, vous connaissez l'histoire, c'est parce que tous les processus, à part le premier, la réduction monoélectronique du CO2 en radical CO2 qui est une réduction monoélectronique, malheureusement, elle se fait à un potentiel extrêmement bas, moins 1,9 volts, et donc c'est une réaction qui est très très difficile. À l'inverse, toutes les autres réductions, jusqu'à méthane, vous voyez, sont des réactions qui se passent à des potentiels évidemment négatifs, assez bas, mais quand même pas de façon catastrophique. Ce sont des niveaux d'énergie qui sont accessibles par les technologies aujourd'hui disponibles. Mais, comme vous le voyez, ce sont des processus qui sont multi-électroniques, et à ce moment-là, ce sont des mécanismes complexes. Et comme je l'ai développé un peu en détail dans le cas de l'eau et de l'hydrogène, ça implique ça signifie que ce sont des réactions qui ont des barrières d'activation élevées, qui sont cinétiquement donc lentes, et on ne peut pas s'en sortir si on ne développe pas des catalyseurs pour ça. Donc vous voyez ici, c'est juste pour comparer, vous voyez la réduction des protons en hydrogène, moins 0,4 volts, c'est pas plus compliqué que de réduire du CO2 en méthane, moins 0,24 volts, sur le plan thermodynamique, s'entend, puisque je viens de dire que sur le plan cinétique, c'est compliqué. Alors ça l'est particulièrement quand vous avez à échanger 8 électrons. Voilà. Alors, quelle est la problématique CO2, c'est quoi aujourd'hui ? Vous la connaissez, il y a à peu près 2800 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est à peu près 800 fois plus, c'est à peu près 800 gigatonnes de plus que ce qui existait dans l'atmosphère au début de l'ère industrielle, où on était à 270 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on est à 385. Bon, savoir qu'est-ce qui reste dans le sol sous forme carbonée, gaz, pétrole, charbon, en termes de gigatonnes de CO2, c'est des chiffres qui sont aussi assez difficiles à dire, mais disons entre 6 000 et 10 000 gigatonnes de CO2. La question, c'est est-ce qu'on va tout brûler finalement, ou bien on va laisser ces carburants fantastiques, parce que ce sont des carburants fantastiques, pétrole, gaz, charbon, au fond de la Terre. Je crains que non, mais dans ce cas-là, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas, comme je l'ai dit, à 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère qu'on va se limiter, mais on va monter au-dessus. Quel est l'impact sur le climat, etc. Il y a toutes ces questions. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce CO2 ? Alors, je dirais un tout petit mot du problème de la séquestration, mais c'est vraiment pour vous montrer quelques réactions chimiques et vous donner un petit goût de ce que ça représente sur le plan chimique. Mais alors, je ne suis totalement pas spécialiste de ça et je n'ai pas approfondi la question. Mais vous savez aujourd'hui que cette question de la séquestration du CO2 est une question qui est très débattue, qui est explorée même sur le plan expérimental. Mais quelques chiffres intéressants quand même. Donc la production anthropogénique actuelle, c'est de l'ordre de 20, 30 gigatonnes par an. Et en comparaison, vous voyez qu'au niveau industriel, l'utilisation du CO2 à des buts industriels est ridicule. Vous voyez, c'est à peu près 0,5% de cette entité-là. C'est autour de 120 millions de tonnes par an que l'industrie, à l'échelle de la planète, utilise comme CO2 pour faire un certain nombre de produits carbonés. Vous avez quelques réactions ici. Et je crois que le plus... parce que vous avez ici une échelle logarithmique en millions de tonnes, vous avez pratiquement 80%, 90%, c'est pour la synthèse de l'urée, à partir du CO2. Voilà la situation actuelle. Alors, donc, très rapidement, et après moi je parlerai surtout de la question de la réduction du CO2 et de la perspective d'utiliser le CO2 comme source de carburant. Donc il y a la question de la capture et du stockage. Donc ce sont des réactions essentiellement acide-base.
Donc le plus développé, c'est d'absorber dans une solution liquide de base aminée, mono ou diéthanolamine, c'est ce que veut dire MEA et DEA ici. Donc réactions qui conduisent soit à des carbamates, soit à des bicarbonates. Et ensuite, vous avez ces solutions, vous les réchauffez si vous voulez récupérer le CO2, et ce sont des réactions équilibrées. Donc c'est de la chimie extrêmement simple et c'est développé ainsi. Après, il y a tout un tas de recherches sur des matériaux qui pourraient avoir des capacités d'absorption importantes de CO2. C'est la même démarche que pour l'hydrogène. Là, c'est pour le moment très peu efficace. Donc c'est les solides poreux, genre zéolite, c'est les membranes polymères, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Je ne développe pas ça parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Alors, quand on regarde la question de la séquestration, bon, c'est assez compliqué, hein, puisque évidemment le CO2 est un gaz, et donc il faut le collecter à l'endroit où il est produit massivement. Aujourd'hui, les grands sites de production du CO2, c'est essentiellement les centrales à charbon, les centrales thermiques. Donc il y a des réflexions sur peut-on collecter ce CO2 à ces endroits spécifiques de grande production de CO2 et les mettre quelque part où ils ne gênent personne et ils vont en rester pendant des millions d'années. Alors quand on regarde un tout petit peu les différentes possibilités, vous voyez, s'il s'agissait de sortir les 800 gigatonnes en excès de l'atmosphère, quand on regarde les capacités de séquestration qu'il y a à la surface de la Terre, on est très largement au-dessus, donc théoriquement on n'est pas en manque de sites où on peut mettre du CO2. Alors il faut injecter le CO2 dans ces sites-là, alors de préférence sous forme liquide ou supercritique, en tout cas facile de manipulation. Et alors, vous avez la possibilité d'injecter ce CO2 au fond des océans, avec le risque évidemment que ce gaz carbonique, enfin que ce CO2 s'éloigne et acidifie localement très dangereusement les océans. Et vous avez surtout cette stratégie qui est d'utiliser des réservoirs vides de mines de charbon, de mines de pétrole. Et donc là, il y a, vous voyez, toutes les capacités, hein, pour faire ça. Alors, une des plus grandes capacités de stockage, c'est ce qu'on appelle la carbonation minérale. C'est donc de précipiter le CO2 sous forme de carbonate. Alors, une façon de faire, c'est d'injecter ce CO2 dans des sites où vous pouvez avoir des réactions avec des solides qui contiennent par exemple du magnésium. Une autre façon de faire, parce que ces réactions-là sont beaucoup trop lentes et très peu efficaces, c'est d'extraire tous les sels de type magnésium de ces matériaux et de les faire réagir avec du bicarbonate par dissolution du CO2, et vous avez une précipitation de carbonate de magnésium. Et les capacités sont extrêmement grandes, et donc ça c'est une stratégie qui est très développée, donc de précipitation sous forme de carbonate. Voilà. Donc j'en viens maintenant à la façon dont, enfin à la question qui m'intéresse depuis le début de ce cours. C'est là, vous voyez, on vient de dire, on essaye de mettre le CO2 de côté quelque part, on ne s'en occupe plus. Donc maintenant, ce dont je vais parler, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire, et est-ce qu'en effet on peut le réduire sous forme de carburant. Et la démarche dont je parlais, c'est cette démarche de chimie bio-inspirée que je voudrais développer maintenant et savoir où on en est. Alors quand on dit chimie bio-inspirée, ça veut dire qu'on a conscience que dans le vivant, il y a des stratégies qui existent, il y a des stratégies biologiques, il y a des micro-organismes, il y a des enzymes qui sont capables de collecter le CO2 et d'en faire quelque chose. Alors, évidemment, vous le savez, parce que j'en ai beaucoup parlé, c'est la grande
la grande activité d'utilisation du CO2, c'est évidemment la photosynthèse. J'ai montré ce transparent, cette figure X fois depuis le début de l'année. À nouveau, alors avant, je parlais surtout du photosystème, je parlais éventuellement des hydrogénases qui pouvaient intervenir ici. Ici, la question, c'est la réaction de fixation du CO2 et de réduction avec les électrons, notamment qui viennent du NADPH, mais qui en amont viennent de l'eau. Hein, vous vous souvenez de ça, et ce CO2 se retrouve massivement sous la forme de tout un tas de molécules organiques à fort potentiel énergétique, des sucres, des lipides, des protéines, etc., qui sont les carburants de la cellule, du monde vivant. Et donc, pour faire ça, pour faire cette fixation et ce début de transformation du CO2, eh bien, il y a une enzyme particulière qui est la ribulose phosphate, bisphosphate carboxylase, appelée Rubisco, qui est une enzyme du cycle de Calvin. Et en gros, on peut dire que la très grande majorité du carbone que nous mangeons, qu'il y a dans les tissus que vous portez, que nous brûlons dans les carburants, etc., a au moins passé, ce carbone-là a au moins passé une fois sa vie à l'intérieur du site actif de cette enzyme Rubisco. Et c'est de cette enzyme que je voudrais parler parce que, effectivement, je me suis dit, je ne la connais pas très bien, et je me suis dit, ça serait intéressant de voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour faire quelque chose? Pour le moment, ma réponse est non, mais néanmoins, c'est intéressant de savoir comment elle fonctionne. Et comme vous le voyez, donc, cette enzyme prend comme substrat ce ribulose bisphosphate, qui est ici, autrement dit, et par une réaction qu'on va détailler, fixe le CO2 et le transforme en phosphoglycérate. En deux molécules de phosphoglycérate, il y en a une qui est utilisée dans le métabolisme carboné, et puis une autre qui est réutilisée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'importance de cette enzyme, importance métabolique, importance fonctionnelle, et puis également, c'est probablement l'enzyme la plus abondante à la surface de la Terre. Il y en a des quantités astronomiques, et une des raisons pour lesquelles il y a des quantités astronomiques de cette enzyme à la surface de la Terre, c'est évidemment à cause de toutes les molécules carbonées qu'elle doit faire partout et dans tous les organismes vivants qui ont le cycle de Calvin, mais c'est aussi parce qu'elle est extrêmement lente sur le plan cinétique. La nature a produit une enzyme qui n'est pas très, très efficace, qui est même très peu efficace. Par ailleurs, c'est malgré de nombreuses études sur ces systèmes enzymatiques, on en sait encore relativement peu, à la fois sur le plan structural et sur le plan des mécanismes enzymatiques. Alors, vous voyez la réaction dont on parle. Oui, donc ça se passe ici. Vous voyez, vous avez une réaction d'énolisation ici, et ensuite vous avez la réaction avec le CO2, et ensuite réaction d'une molécule d'eau pour donner le phosphoglycérate. Alors, une des caractéristiques de cette enzyme, il y a plusieurs structures cristallographiques, je vous l'indique très rapidement, c'est le fait qu'il y a dans le site actif, qui comporte un ion magnésium, dans ce site actif, il y a un groupement carbamate qui vient de la réaction d'une lysine avec CO2, dont vous avez ce groupement-là et qui joue un rôle extrêmement important dans la catalyse. Il y a plusieurs structures avec des inhibiteurs, par exemple cette molécule-là, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une molécule intéressante qui se fixe dans le site actif, qui permet de voir les interactions entre le substrat et la protéine, et qui permet de comprendre un tout petit peu le mécanisme enzymatique. Et cette molécule, et c'est ce que j'indique ici, est un mime de l'état de transition. Ça ressemble à ce que serait l'état de transition après l'attaque par le CO2 de la molécule substrat, de l'énol. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail d'une chimie un peu compliquée, mais vous voyez ici, donc vous avez le fameux groupement carbamate. Vous avez une première étape ici qui implique
qui implique des transferts. Non, pour le moment, il n'y a pas de transfert de protons. S'il y a un transfert de protons ici, dans lequel ce carbamate joue un rôle essentiel pour faire l'énol, et ensuite, après une nouvelle déprotonation, vous avez ici l'attaque du CO2 par la double liaison pour donner ce complexe. Voilà, et ensuite vous avez, voilà, c'est ici, à nouveau, cassure de la liaison carbone-carbone pour couper donc la molécule qui a 6 carbones en une molécule qui en a plus que 3, enfin en 2 molécules qui ont 3 carbones. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu compliqué, mais voilà, ce sont des réactions électrophiles qui impliquent des échanges de protons dans lesquels le carbamate ici joue un rôle très très important. Voilà. Deuxième. Alors, bon, là, vous voyez, c'est une chimie très très particulière. Ce sont des molécules organiques qui fixent le CO2. On n'est pas du tout dans la chimie que je développais dans le cas de l'eau et de l'hydrogène, à savoir qu'il y avait des interactions directes entre les protons, les hydrures, l'hydrogène, interaction directe avec des métaux. Ici, ce n'est pas le cas. Une autre classe d'enzymes qui est intéressante, et notamment parce qu'elle est développée depuis très peu de temps comme catalyseur, comme électrocatalyseur, un petit peu comme ce que je vous avais montré avec les hydrogénases, ou que d'autres d'ailleurs vous avez montré comme Christophe Léger sur des électrodes. Très récemment, donc, il y a eu des travaux sur ces enzymes-là comme électrocatalyseurs, c'est-à-dire déposés sur des électrodes, et je voudrais en dire quelques mots. Alors, c'est une enzyme intéressante. Bon, ici, je parle d'une formiate déshydrogénase. Donc, c'est une enzyme qui catalyse la transformation, l'oxydation du formiate en CO2, vous voyez, à un potentiel, moins 420 millivolts, qui est inférieur à celui du couple NADPH-NADP+, et de fait, la fonction de cette enzyme est de fournir des équivalents réducteurs à partir du formiate dans le métabolisme de ces bactéries pour fournir du NADPH qui est ensuite utilisé comme source d'électrons dans tout un tas de réactions métaboliques. Néanmoins, cette réaction, évidemment, comme toute réaction redox, est équilibrée et vous pouvez vous mettre dans des conditions électrochimiques, par exemple, ou avec des réducteurs qui permettent de faire la réaction dans le sens inverse, c'est-à-dire de réduire le CO2 en formiate. Alors, comment sont constituées ces enzymes? Alors, ces enzymes font partie, je reviens en arrière, d'une grande classe, enfin de plusieurs classes de formiates déshydrogénases, qui sont des métalloenzymes, et ces métalloenzymes sont essentiellement à base de molybdène ou de tungstène. C'est peut-être la première fois que je parle d'enzymes qui utilisent ces métaux de transition. J'ai souvent parlé de nickel, de fer, de manganèse. Je n'ai jamais parlé de molybdène et de tungstène. Et donc, voilà, notez que la nature utilise aussi ces ions métalliques pour faire de la catalyse, de la biocatalyse. Alors, on retrouve ces formiates déshydrogénases dans différentes activités. Vous voyez, il y a des xanthines oxydases, il y a des aldéhydes ferrédoxine oxydoréductases, des sulfites oxydases, formates déshydrogénases, des MSO réductases. Et ce que vous constatez, c'est qu'il s'agisse d'oxydase, de réductase, de déshydrogénase, ce sont des réactions d'oxydation, de réduction, de transfert d'électrons. Et toutes ces réactions qui sont catalysées par ces enzymes-là sont toutes des formiates déshydrogénases, sont toutes des enzymes à molybdène et à tungstène, ont quelque chose de particulier dans le site actif. C'est non seulement un ion molybdène ou vanadium, ou tungstène, pardon, mais également un cofacteur organique qui est une thioptérine. Voilà, c'est ce type de molécule, et le résultat, c'est que le molybdène ou le tungstène a dans sa sphère de coordination les atomes de soufre de ce ligand organique. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux
ici comme dans la formiate déshydrogénase. J'aurai plus tard l'occasion dans d'autres cours, de parler de la question de la biosynthèse de ces centres métalliques. Et il y a des choses très très intéressantes qui sont sorties récemment sur la façon dont ce cofacteur organique est synthétisé. Ce sont des recherches qui se développent actuellement. Donc voilà ces familles-là, tungstène et molybdène. Et donc je vais parler spécifiquement de la formiate déshydrogénase. Et cette formiate déshydrogénase, la voici. Et donc il y a un site actif ici, donc vous voyez l'atome métallique et dans ce cas deux ligands, ptérine, molybdotérine ou tungstopérine, pardon, ce sont les cofacteurs organiques qui sont là, situés ici au cœur de la protéine. Et là aussi, je l'avais déjà évoqué dans le cas des hydrogénases, mais tous les transferts d'électrons, enfin ce sont des sites actifs qui sont extrêmement sensibles à tout un tas de réactifs réducteurs, oxydants, oxygène, etc. Et donc la nature s'arrange pour protéger ce site actif, mais en même temps, comme il faut avoir une réaction avec un accepteur d'électrons ou un donneur d'électrons, il faut aussi permettre la connexion électrique. Et là, ça vous rappelle peut-être quelque chose, mais vous avez une chaîne de clusters fer-soufre qui participe à la connexion électrique avec un accepteur ou un donneur d'électrons. Voilà. Donc on peut trouver des conditions dans lesquelles on fait marcher ces enzymes-là dans un sens ou dans un autre. Alors souvent ça marche mieux dans le bon sens, à savoir dans l'oxydation du formiate, mais on peut trouver des conditions, vous voyez, avec des vitesses légèrement différentes de réduction du monoxyde de carbone. Et alors la chose très très intéressante, je crois que ça a été un résultat qui a eu pas mal de succès quand c'est sorti, et donc c'est un travail, est-ce que je l'ai cité quelque part, mais j'aurais dû. Non, je ne l'ai pas fait, mais c'est Judy Hirst en Angleterre qui a publié ça dans les années 2008 ou 2009. Voilà, donc même démarche que celle que Fraser Armstrong utilise avec des électrodes à hydrogénase. Donc dépôt, adsorption de cette enzyme complexe sur une électrode avec une densité qui est pas nulle, qui est intéressante, qui n'est pas suffisante pour en faire un matériau d'électrode qui peut aller directement dans des dispositifs pratiques. Mais comme vous le voyez, là aussi, il y a une connexion entre l'électrode grâce au cluster fer-soufre et le site actif où se fait l'interconversion entre le formiate et le CO2. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ce système-là fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que lorsqu'on applique un potentiel de 0,2 volts, on a de l'oxydation, on a de l'oxydation du formiate. On peut faire formiate donne CO2 avec des densités de courant qui sont de l'ordre du milliampère par centimètre carré, ce qui n'est pas inintéressant. Et on peut faire aussi la réduction du CO2. Et comme vous le voyez ici, vous avez une vague électrochimique à mesure que vous ajoutez du CO2. Et si vous appliquez un potentiel de moins 0,8 volts, évidemment, plus vous allez vers les potentiels négatifs et plus vous avez des chances d'avoir des densités de courant élevées. Et, donc on a alors là on est plutôt au dixième de milliampère par centimètre carré, avec des vitesses de l'ordre de la centaine par seconde, ce qui est tout à fait intéressant, et avec un système qui est relativement stable, et vous voyez, on peut faire des dizaines de milliers de cycles par heure. Donc c'est tout à fait intéressant, c'est un résultat extrêmement fort, et les surtensions sont très faibles, la réaction est très sélective, c'est-à-dire si vous partez du formiate, vous ne produisez que du CO2, si vous partez du CO2, vous ne produisez que du formiate, c'est pratiquement 100% à la fois en sélectivité et 100% en rendement faradique. Donc voilà un exemple très récent d'utilisation d'une enzyme pour faire de la réduction du CO2 en formiate. Assez curieusement, alors que par exemple dans le cas de l'hydrogénase, et je vous ai longuement développé ça, il y a eu, dès qu'on a connu les structures aux rayons X et la structure des sites actifs, il y a eu une masse de travaux tout à fait considérable pour
regarder comment l'enzyme fonctionnait et pour produire des molécules, des catalyseurs chimiques bio-inspirés, biomimétiques qui, à la fin, et je vous ai raconté un peu ce qui nous est arrivé la semaine dernière, qui peut conduire à des matériaux d'une très grande efficacité et d'une très grande utilité dans des dispositifs réels. Là, vraiment, il n'existe strictement rien, donc c'est un champ qui est totalement ouvert dans la modélisation de ces complexes de molybdène et de tungstène pour faire de la chimie de réduction du CO2. Voilà. Alors ça, je pense que Juan nous en dira un petit mot. Il y a d'autres systèmes enzymatiques dont je vais parler juste très brièvement, qui sont les CO déshydrogénases. Alors ce sont des systèmes enzymatiques qui sont très complexes et qui font l'interconversion, là c'est pas Formiate, mais c'est l'interconversion CO2. Alors, donc vous pouvez avoir une réduction du CO2 en CO et puis utiliser le CO dans le même système enzymatique, dans le cas où vous avez les deux activités CO déshydrogénase et acétyl-CoA synthase, pour faire de l'acétyl-CoA, moyennant que vous ayez le coenzyme A. Et par ailleurs, un donneur de méthyle, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais simplement pour vous montrer ici assez rapidement que toute cette chimie est mise en œuvre dans ces systèmes protéiques très complexes à partir de sites actifs. Ici, site actif CO déshydrogénase à base de nickel et de fer. Et ici, acétyl-CoA synthase à base de nickel et de centres binucléaires de nickel, et au milieu il y a tout un tas de centres fer-soufre à nouveau, notamment pour participer à des transferts d'électrons, et parfois on ne sait pas très bien. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ces enzymes-là, de la même façon que les hydrogénases, elles sont construites pour gérer des gaz, et ça c'est pas du tout évident, et donc lorsque vous produisez CO à un endroit, ici, par exemple, vous avez le monoxyde de carbone qui se déplace à l'intérieur de la protéine pour atteindre le deuxième site où se fait la deuxième réaction. Juan, tu parleras sûrement de ça ? Un petit peu. Bon. Voilà. Donc, juste pour vous indiquer un petit peu comment... Voilà, là vous avez vraiment l'exemple de systèmes de métalloprotéines qui sont parmi les plus complexes qui existent dans la nature, mais vous voyez, pour faire à nouveau une chimie qui est tout à fait excitante par rapport à notre problématique de qu'est-ce qu'on peut faire avec du CO2, est-ce qu'on peut inventer des catalyseurs bio-inspirés, c'est des systèmes qui sont capables de fixer le CO2. Dans le site actif d'activité CO déshydrogénase que vous avez ici, dans lequel vous avez un atome, où est-ce qu'il est, voilà, un atome de nickel, un atome de fer, un atome de nickel et un atome de fer, ici. Atome de fer dans un environnement soufré, mais avec une histidine, un azote d'imidazole d'histidine, un complexe de nickel, mais vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que là, je considère que cette partie-là, mais vous avez ce nickel qui est au sommet d'un cluster qui se rapproche des clusters fer-soufre avec d'autres atomes de fer et de soufre. Donc vraiment des structures assez complexes. Et de l'autre côté, vous voyez, vous avez un centre binucléaire de nickel qui est couplé à un cluster fer-soufre via un pont cystéinate. Voilà, donc des structures extrêmement compliquées. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est d'essayer de comprendre, je dirais surtout à partir de, je laisse tomber l'activité acétyl-CoA synthase, qui est de savoir comment un centre métallique ou bimétallique peut interagir avec le CO2 et catalyser une réaction de réduction du CO2. Et là, c'est typiquement ce qu'on a. Alors, je crois que c'est un mécanisme qui est assez controversé. Ici,
je cite le travail de Juan, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui a été à l'origine d'ailleurs de la structure que je discute, et avec qui j'ai discuté de ces systèmes-là. C'est très complexe, mais ce qu'on peut, on peut, disons, rationaliser les choses de la façon suivante. Vous avez un atome de nickel, un atome de fer, et vous avez ici une position pontante dans laquelle vous pouvez fixer des choses. Une hypothèse de travail, c'est qu'une fois que vous êtes parti d'un état, mettons, de ce type-là, vous réduisez à 2 électrons et vous fixez un proton, et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui ressemble à un nickel 2+ hydrure ou un nickel 0 H+. Alors, il y a pas mal d'évidence pour dire qu'on passe par quelque chose comme ça, dans la mesure où, dans certaines conditions, cette enzyme est capable de produire de l'hydrogène. Alors, une fois qu'on a ça, on a l'état actif de réaction avec le CO2, et vous produisez cet intermédiaire. Alors, pour en avoir discuté récemment avec Juan, il y a un intermédiaire qu'il ne met pas dans son mécanisme, mais qui pourrait être proposé, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous avez une interaction entre le carbone et le nickel, et d'autre part entre l'oxygène et le fer. Et ça, cette interaction-là va faciliter la rupture de la liaison carbone-oxygène, qui est capitale, qui est d'ailleurs, je crois, l'étape lente, et qui conduit au monoxyde de carbone. Je veux dire, si vous voulez passer de CO2 à CO, il faut qu'à un moment donné, vous cassiez une liaison carbone-oxygène. Or, avec un dispositif comme ça, vous avez un nickel qui envoie des électrons dans la molécule, et vous avez un atome de fer qui agit comme un acide de Lewis, et qui va faciliter la polarisation de la liaison carbone-oxygène et la rupture de la liaison carbone-oxygène. Donc c'est une chimie très difficile, mais ce qui est important, c'est qu'ici, on conçoit que la binucléarité du système soit très très importante pour la réactivité. Voilà, et ensuite, vous avez cette cassure, et vous vous retrouvez avec CO et avec un OH pontant ici entre le nickel et le fer. Vous libérez CO et vous recommencez. Vous voyez que ce sont des réactions équilibrées, c'est-à-dire vous pouvez faire la même réaction dans l'autre sens. Vous fixez CO, vous avez OH qui réagit avec CO pour donner cet intermédiaire-là, et ensuite vous avez cassure de cette liaison fer-oxygène, et vous continuez pour faire du CO2. Voilà. Donc là aussi, est-ce que ceci peut être une source d'inspiration pour faire des complexes modèles à base de nickel et de fer ? Je crois que oui, mais actuellement dans la littérature, c'est pratiquement vide. Donc tous ceux qui sont intéressés par ce problème et par cette démarche peuvent se lancer dans un projet comme ça, s'inspirer d'enzymes de type CO-déshydrogénase pour faire cette chimie. Voilà. Ah oui, juste un mot, parce qu'il y a eu ce papier dans Science en 2007 qui est tout à fait intéressant, malgré un mécanisme qui n'est peut-être pas tout à fait juste, mais simplement parce que par cristallographie des rayons X, il est capable d'attraper un intermédiaire réactionnel dans lequel on voit en effet le COOH pontant exactement avec une liaison nickel-carbone et une liaison fer-oxygène, et qui est ce fameux intermédiaire que je discutais ici, et qui est absolument capital dans l'activation de la molécule de CO2 et dans la polarisation de la liaison carbone-oxygène qui conduit à la rupture. Voilà. Alors, là aussi, la démarche a été, des uns et des autres, de voir si on ne pouvait pas exploiter ces systèmes dans des applications tout de suite, notamment photo-électrochimiques. Et vous voyez qu'on retrouve le nom d'Armstrong. Hein, je l'ai beaucoup cité. Armstrong, il mettait des hydrogénases sur des électrodes. Il met des hydrogénases sur des électrodes, même avec des photosensibilisateurs, et il a fait récemment de la photoproduction d'hydrogène. Ici, c'est, vous voyez, un travail extrêmement récent. Donc, vraiment, c'est un domaine qui est totalement ouvert. Tout débute. On est vraiment moins bien avancé là qu'on ne l'est sur les problèmes de l'hydrogène. Mais la démarche est un peu la même. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous présenter ça.
Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses que j'ai discutées. Vous vous souvenez de l'oxyde de titane, hein, non pas comme photosensibilisateur, c'est-à-dire que là, il n'est pas là comme photosensibilisateur, mais vous le savez, parce que vous savez qu'il n'absorbe que des UV, et ce qu'on veut faire, c'est de l'absorption de lumière visible. Donc, on accroche un photosensibilisateur, un colorant inorganique, qui est un complexe de ruthénium. Vous remarquez, je vous l'avais indiqué, qu'une des stratégies classiques, c'est de mettre des phosphonates pour bien interagir, bien fixer le photosensibilisateur sur les nanoparticules de TiO2. Donc c'est ce qu'il a fait ici avec ces phosphonates bipyridines. Et puis il accroche donc ce complexe, enfin cette enzyme, CO déshydrogénase. Ici, à nouveau, vous voyez le site actif de l'enzyme avec nickel, fer, et le site de fixation du CO2. Et il éclaire. Et quand il éclaire, en effet, il produit du CO à partir du CO2. Alors, l'idéal, on n'est pas dans la photosynthèse artificielle, là, parce qu'à nouveau, ce qui est important, c'est que les électrons viennent de l'eau. Là, ils ne viennent pas de l'eau, ils viennent d'un donneur d'électrons sacrificiel, mais c'est l'équivalent d'une photocathode d'un système dans lequel vous auriez une anode ou une photoanode qui produit des électrons à partir de l'eau. Souvenez-vous de mes cours précédents. Et les électrons sont utilisés sur une cathode ou une photocathode. Ici, c'est une photocathode parce que si les électrons ne sont pas assez énergétiques, eh bien on les relance avec ce système-là. Et en tout cas, dans ce système enzymatique, qui est le premier, à ma connaissance, en utilisant une CO déshydrogénase, eh bien, ce que montre, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de ces données, hein, effet de la température, effet de l'arrêt de la lumière, différents types de lumière, visible ou UV, eh bien, vous avez de la production de CO avec des fréquences de turnover de l'ordre de 0,1 par seconde. Alors, ce n'est pas encore fantastique, hein, parce que rien n'a été optimisé, l'interface n'a pas été optimisée ici. Et puis, là aussi, la thermodynamique n'est pas très, très favorable. Vous voyez que vous avez besoin de descendre à moins 0,46 volts à ce pH-là pour réduire le CO2 en CO, et les électrons qui viennent de l'oxyde de titane ne sont qu'à moins 0,5 volts dans la bande de conduction de TiO2, et donc ça fait moins de 100, enfin une centaine de millivolts de différence, donc c'est pas terrible. Donc ça n'a pas été optimisé, mais je veux dire, ça marche. Et c'est 2010, hein, vous voyez, c'est les premiers travaux, c'est maintenant que ça sort. Voilà. Alors, je voudrais terminer en montrant maintenant ce que les chimistes ont fait, après avoir vu la situation du point de vue biologique. Ce que les chimistes ont fait, ils ont démarré il y a très très longtemps, mais pas du tout de façon bio-inspirée, ils ont pris des complexes disponibles. Et là, bon, bah ça c'est une toute petite introduction, mais vous savez parfaitement ça parce que ça fait longtemps que je vous en parle. La stratégie, c'est quoi ? C'est d'avoir une électrode, un catalyseur et réduire des substrats. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, vous ne soyez pas obligé d'appliquer un potentiel d'aimant par rapport au potentiel du couple substrat-produit, parce que, évidemment, cette différence de potentiel, c'est ce qu'on appelle la surtension, et c'est un coût supplémentaire énergétique, un coût énergétique supplémentaire que vous devez éliminer. Voilà. Et donc la démarche classique dans tous ces travaux, c'est la voltammétrie cyclique. Vous savez, c'est de regarder, de faire de la voltammétrie cyclique sur un catalyseur. Ici, c'est le zoom hein, de ça, sur un catalyseur donné, et de rajouter du CO2 et de voir une vague électrochimique qui apparaît. Cette vague électrochimique, c'est-à-dire un courant qui augmente à mesure qu'on rajoute du CO2, est la preuve que vous avez un comportement électrocatalytique. C'est la même démarche que H plus H2. Donc sur la base de ce type d'études, voilà toute une série de complexes qui ont été testés. Je les passe en série. Il n'y a pas de commentaire à faire. On peut faire un criblage de tout un tas de complexes et ce qu'on voit. Mais ce qui est intéressant, c'est que
les choses ont vraiment démarré dans les années 80. En France, il y a eu Sauvage, Jean-Pierre Sauvage, qui a fait des choses au milieu des années 80. Savéan, à la fin des années 90, a fait aussi des choses. Et donc, vous voyez, donc, ce sont des complexes, des cyclames de cobalt ou de nickel. Ici, pareil. Ça peut être des porphyrines ou des phtalocyanines. Et là, ce qui est caractéristique, c'est les très grandes surtensions, des activités catalytiques qui peuvent être relativement faibles, ici c'est un peu plus élevé, des problèmes de stabilité du catalyseur. Jean-Marie Laine a travaillé aussi dans ce domaine, Tanaka, Meyer, vous voyez, dans les années 80. Donc, ici, j'ai présenté cobalt-nickel. Il y a eu énormément de travaux. Oui, excusez-moi, c'est présenté de la façon suivante. Ici, c'est de la réduction du CO2 en CO avec ces molécules-là. Ici, c'est donc l'électroréduction de CO2 en CO, mais avec des complexes rhénium-ruthénium. Là aussi, vous voyez des fortes surtensions, des faibles sélectivités, des faibles activités. La réduction maintenant du CO2 en formiate avec des complexes de rhodium, vous voyez des très fortes surtensions, des faibles activités, des faibles rendements. Vous voyez, il y a eu énormément de travaux, mais qui n'ont rien donné essentiellement. Alors, les premiers travaux où ça commence à devenir un peu intéressant, et vous voyez, ça a été rapporté récemment, parce qu'à nouveau, c'est un sujet qui renaît. On est vraiment dans une science qui est en train de renaître, et il y a vraiment de la place pour tous les chimistes qui veulent se lancer là-dedans. C'est les complexes de palladium, notamment de Dan Du Bois. Et vous voyez, c'est le début des années 90. Alors, vous voyez que les chimistes, jusqu'à cette époque-là, ne sont pas dans une vision de chimie bio-inspirée, pour la simple raison que les résultats que je vous ai montrés sur les enzymes, ils ne les connaissaient pas. Et en particulier, ils ne savaient pas que dans la CO-déshydrogénase, il y a un centre bimétallique. Et donc, tout ce que je vous montre ici sont des complexes monométalliques, et ça pourrait expliquer éventuellement l'échec. Mais là, on a les premiers complexes de palladium, vous voyez, avec des ligands phosphines. Et l'idée, c'est que même avec un seul ion métallique, vous pouvez avoir, par ce type d'interaction, où le métal joue à la fois donneur d'électrons dans le carbone et acide de Lewis pour fragiliser les liaisons, polariser les liaisons carbone-oxygène, avoir la fameuse rupture de la liaison carbone-oxygène qui conduit au CO, et que c'est éventuellement possible avec un seul métal. Et donc, avec ce type de complexe très simple, je ne rentre pas dans le détail du mécanisme ici, voilà, tout se passe ici, c'est-à-dire fixation du CO2, réduction, et puis quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez cassure assistée par le palladium de la liaison carbone-oxygène pour donner ce complexe, et puis libération de CO, et on recommence. Donc des surtensions, c'est la première fois qu'on voyait des surtensions relativement faibles, autour de 100-200 millivolts, d'assez bon rendement, et voilà, et quelques centaines de cycles catalytiques. Bon, le problème, c'est que c'est du palladium, et ce n'est pas du nickel et du fer. Donc là aussi, vous savez, toute la problématique platine dont j'ai discuté dans le cas de l'hydrogène, elle s'applique. Donc il faut trouver des catalyseurs qui ne sont pas à base de métaux nobles. Alors, une des grandes avancées, je dirais, de Du Bois, c'est le fait d'être passé à des complexes bimétalliques, bis palladium. Ce qui est assez marrant, c'est que ce sont des papiers, des articles qui datent d'une vingtaine d'années, quinzaine d'années, et que Du Bois les revend aujourd'hui en faisant l'analogie avec le système enzymatique. Évidemment, lorsqu'il a construit ces complexes-là, il ne connaissait pas le système enzymatique, mais c'est assez remarquable l'analogie structurale et peut-être fonctionnelle entre le système de Du Bois, bis palladium, et le système nickel-fer. Et vous voyez, cette image-là, je crois que je la tire de son Accounts in Chemical Research de 2009.
Donc il fait cette analogie-là. Donc on pourrait appeler ça de la chimie bio-inspirée, sauf qu'elle n'a pas du tout été inspirée par la bio, mais à la fin on peut raconter l'histoire qu'on veut. Je ne suis pas sûr que Du Bois raconte l'histoire comme ça, mais c'est assez intéressant. En tout cas, lorsqu'il est passé à un binucléaire de palladium, il a multiplié les activités par un facteur 1000 à peu près, donc système très très efficace. Malheureusement, la durée de vie du catalyseur est plus faible, notamment parce qu'il se crée une liaison palladium-palladium, métal-métal, qui stabilise le complexe et qui arrête l'activité. Donc là, il y a des choses à régler, mais en gros, on peut penser qu'il se passe, vous voyez, ce fameux intermédiaire que j'ai discuté et qui a été vu dans le Science de 2007 comme une réalité. En tout cas, c'est comme ça que les densités électroniques ont été interprétées. Eh bien, on peut penser, et Du Bois avait des arguments pour dire que c'est une entité intermédiaire comme ça, qui était responsable de la cassure de la liaison carbone-oxygène. Voilà. Je termine sur la photoréduction. Ça, c'était de l'électroréduction. Et je termine sur la photoréduction du CO2. Alors, c'est la même démarche que pour l'hydrogène, à nouveau. Est-ce qu'on peut prendre des semi-conducteurs dans lesquels on éclaire, on crée des trous, on crée des électrons, et ces électrons ont le potentiel pour réduire le CO2 en CO. Hein, vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit ici. Un semi-conducteur, la bande de valence, on crée des trous par absorption d'un photon, et on a les électrons dans la bande de conduction. Alors, il y a eu un certain nombre de choses, mais pratiquement rien d'intéressant. Beaucoup de choses avec TiO2, certaines fois associées à des catalyseurs. Très rarement, l'eau a été utilisée comme donneur d'électrons. Donc on n'a pas vraiment de la photosynthèse artificielle. C'est pas H2O plus CO2 donne un produit de réduction du CO2. Vous voyez, ça peut être un alcool, propanol, hydrogène, etc. Bon, avec différents produits. Donc ça ne marche pas très bien. Ici, un tableau d'un bilan de tous ces travaux dans un papier en 2010 et en 2009. Donc réduction photochimique de CO2 essentiellement avec des photosensibilisateurs, des colorants moléculaires. Là, c'est plus des semi-conducteurs, hein, c'est des colorants moléculaires. Ça peut être des complexes de ruthénium, ça peut être des complexes de rhénium, des porphyrines, des colorants organiques et tout un tas de catalyseurs. À base de cobalt, vous retrouvez les cyclames de cobalt, les cyclames de nickel, certains complexes de ruthénium. Voilà. Et chaque fois, tout ça, ce sont des réducteurs sacrificiels. À nouveau, il n'y a pas un seul exemple ici, je crois, avec H2O. Hein. Donc, on n'a toujours pas de système qui fait H2O plus CO2 donne CO ou formiate. Voilà. Et puis, par ailleurs, vous voyez ici, les rendements quantiques sont très très faibles. Le meilleur est par là, hein, 0,3. Donc, voilà, donc on en est là, vous voyez, donc là on n'est pas très très avancé, donc tout est ouvert. Là on passe à des choses légèrement plus élaborées, avec des rendements quantiques, excusez-moi parce que 0,38 c'était pas mal, hein, 38%, mais la plupart sont très très faibles. Ici, on est dans l'approche un peu supramoléculaire, où on associe le catalyseur et le photosensibilisateur, en particulier par lien covalent. Ça peut être, à nouveau, on retrouve les cyclames de nickel ou de cobalt, on retrouve les complexes de rhénium que Lehn avait utilisés il y a 20 ans, ici aussi, et on améliore un peu les systèmes avec le nombre de cycles catalytiques qui sont de l'ordre de la centaine, et avec des rendements quantiques qui sont de l'ordre de 20%. Voilà. Alors je termine sur... voilà, je suis dans les temps, je termine sur un travail qui est... Donc voilà, conclusion,
on n'est nulle part. Hein. Il y a eu des tas de choses qui ont été essayées, mais on a testé des catalyseurs relativement simples, même triviaux, qui sont dans tous les placards des chimistes. Ça ne marche pas très bien, alors c'est peut-être pas étonnant. Il faut élaborer un peu plus. On commence à comprendre ce qu'il faut faire. Par ailleurs, on a des informations sur les systèmes biologiques qui font ça avec une grande efficacité. Systèmes biologiques quand même d'une grande complexité aussi, et d'une certaine fragilité, et l'approche bio-inspirée n'a pas commencé. Donc là, il y a tout un domaine. Et là, je termine sur un travail qui est assez étonnant, pas d'une grande efficacité, mais qui est assez étonnant, qui est un travail qui vient de chez Elisabeth Baumann aux Pays-Bas, qui a montré une réaction tout à fait étonnante avec un complexe de cuivre. C'est, vous voyez, les travaux récents, c'est Science 2010. C'est un accident, dans la mesure où ces complexes-là, ces binucléaires de cuivre, avaient été synthétisés surtout pour modéliser des enzymes à cuivre de type superoxyde dismutase, ou en tout cas des systèmes biologiques, des enzymes qui travaillaient avec l'oxygène. Et lorsque vous produisez cette entité-là qui a 2 cuivre 1, parce que à cause de la formation du pont disulfure ici, vous avez transformé le cuivre 2 en cuivre 1. Lorsqu'on soumet ce complexe à l'air, évidemment, les auteurs pensaient qu'on allait avoir une réaction avec l'oxygène qui allait produire donc des produits dérivés de l'oxygène, ou en tout cas des complexes oxygénés du cuivre. Ils ont obtenu un complexe qu'ils ont isolé, analysé par spectrométrie de masse, et ils ont eu la chance d'avoir une structure à ions X, et ce qu'ils ont observé, c'est la formation d'oxalate entre les 2 atomes de cuivre. Et donc ça, il n'y a qu'une solution pour ça, il n'y a qu'une explication, c'est que ce complexe-là a une réactivité absolument spécifique avec les traces de CO2 qu'il y a dans l'air. Il y a une masse énorme d'oxygène, et ce cuivre 1 ne réagit pas avec l'oxygène, il réagit avec du CO2. Et il fait même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que pour expliquer l'oxalate, on peut l'expliquer par une réduction monoélectronique qui est à très très bas potentiel lorsqu'elle est à une électrode, tout seul, sans catalyseur, hein, c'est les moins 1,9 volts dont je parlais, et que la réaction le produit pourrait dériver du couplage radicalaire entre 2 radicaux CO2 moins pour donner l'oxalate. Donc ça, c'est absolument extraordinaire, et pour le moment, j'ai du mal à comprendre d'où vient cette sélectivité. Ça serait intéressant de savoir. Mais c'est ainsi qu'ils ont produit ce composé. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je termine sur ça en disant qu'ils ont été capables de faire tourner un peu le système. Ils ont fait quelques cycles catalytiques. Alors vous voyez bien que théoriquement, si vous voulez faire tourner, il faut que vous dégagiez l'oxalate du complexe pour pouvoir le réduire et qu'il puisse continuer à tourner. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être soit en protonnant, où est-ce qu'il est l'oxalate? Il est ici. Soit en protonnant avec de l'acide chlorhydrique, ce qu'ils ont fait à un moment donné. Mais ça détruit un peu le système. Soit en ajoutant du lithium, parce que vous faites précipiter l'oxalate de lithium très proprement pour redonner ce complexe. Et si vous appliquez un potentiel, donc ici moins 0,03 volts, vous êtes capable de faire ce cycle catalytique. L'étape limitante, c'est cette réduction en vitesse. Là encore, si c'est bien ça la réduction, si ce potentiel suffit à réduire le CO2, vous voyez que vous avez transformé une réaction qui demande un potentiel de moins 1 volt à une réaction qui demande un potentiel de 0 volt, enfin de moins 0,3 volts. Donc c'est assez extraordinaire. Voilà, donc à nouveau, c'est un système qui n'est ni bio-inspiré, parce qu'il n'y a pas de réductase de CO2 qui marche avec du cuivre, en tout cas que je connaisse, qui
qui a enfin, et qui n'est pas, voilà, et qui, excusez-moi, est tout à fait, système tout à fait étonnant, notamment à cause de cette étape-là, c'est-à-dire que, alors que le cuivre 1 est connu pour réagir avec l'oxygène de façon très très efficace, ici, il réagit avec les traces de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Donc il y a nos fameux 300 et quelques ppm de CO2 dans l'atmosphère, avec une énorme quantité d'oxygène, et ça réagit sélectivement avec le CO2. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc on pourrait se demander pourquoi on n'est pas plus avancé, pourquoi les travaux des années 80-90 n'ont pas conduit à des résultats percutants. C'est vrai que c'est assez troublant. Bon, je pense que c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que la question de récupérer du carbone sous forme de CO2 et d'en faire des molécules utiles, il y a 20 ans, se posait pas. Je veux dire, on avait abondamment de pétrole, et donc si ça ne marchait pas tout de suite, on n'allait pas s'embêter à travailler énormément sur ça. Aujourd'hui, véritablement, on est en train de voir ressurgir cette problématique. Je crois qu'on a plus d'éléments pour y réfléchir sereinement. Je vous l'ai dit, on a l'aspect bio qui peut nous inspirer des choses. Mais certainement, c'est très très difficile, parce que les auteurs dont je vous ai parlé qui se sont attaqués à ce problème sont des grands chimistes, ne serait-ce que les Français. Hein. Quand je vous cite Sauvage, Laine et Savéan, je ne sais pas si on peut faire mieux en matière de chimie en France. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, oubliez Savéan, Laine et Sauvage, faites comme s'ils n'avaient jamais existé, et soyez les futurs Savéan, Laine et Sauvage dans ce domaine. Il y a énormément de choses à faire, et surtout, c'est devenu une grande problématique, faire des carburants à partir du CO2. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, j'y réponds bien sûr.